parce que l'indépendance de test pour le concept de SQB est très important pour définir ou bien la séparation des responsabilités qui favorise l'exécution d'un test de manière objective. Donc, via ce pyramide, on va voir que le degré d'indépendance, ça diffère d'un niveau à un autre. Donc, il y a des organisations ou bien des startups qui n'ont pas de testeurs. Donc, le développeur teste leur propre test. Après, ou bien deux développeurs un collègue qui teste le code de son collègue et vice-versa. Ou bien celui qui teste appartient à la même organisation est un spécialiste de test, donc avec un profil de QA ou bien d'un testeur, ou un prestataire, un consultant qui teste soit hors site ou bien sur site. C'est clair? Donc, on continue? Pas de Oui. questions? Oui. Non. D'accord. Il y a des avantages et inconvénients pour cette degré d'indépendance. Pour un avantage, le testeur indépendant peuvent mieux détecter les types de défaillances différentes, plus spécifiquement parce que l'état d'esprit d'un testeur, doit être pessimiste, professionnel. Donc, notre objectif, via le premier principe de test cité, soit on teste, on montre toujours la présence des défauts, pas le contraire. Le vis-à-vis d'un développeur, ça diffère entre un développeur et un testeur, et aussi prendre des autres hypothèses formulées, plus comprendre le besoin du client. Par contre, il y a des inconvénients par cette indépendance, l'isolation de l'équipe de développement qui parfois permet le développeur de perdre le sens des responsabilités de vis-à-vis de qualité, mais heureusement avec le framework Scrum, puisque notre objectif, nous sommes tous des développeurs dans une équipe de Scrum. Donc, notre objectif, c'est d'avoir un produit ou bien un logiciel avec une bonne qualité. Et aussi, parfois, le testeur indépendant sont les responsables de retard pour les sorties de la version ou bien les retards de livraison. Parce que nous sommes notre responsabilité ou bien notre rôle de prendre la décision si cette exigence ou bien ce besoin doit être livrable ou pas. Et aussi, pour un autre inconvénient, pour l'indépendance de test, parfois, on n'a pas toutes les informations importantes sur l'objet de test, surtout si nous sommes des prestataires hors site. D'accord? On continue? Pas de questions? Ça va. D'accord. Alors, on va voir les tâches de test manager et d'un testeur parce que donc, pour cette étape, on va voir les tâches pour deux rôles, ensuite les activités, les produits générés pour chaque activité de processus de test déjà vu pour le premier chapitre. Donc, on va mieux comprendre donc what we have and what we need to do. Donc, c'est pour cela on va voir suite le contexte de produit et aussi le contexte de projet et les compétences aussi de la personne. D'accord, on va commencer par le test manager. Donc, le test manager va préparer la politique de test, les stratégies, le plan de test, préparation et même les rapports d'avancement, les rapports de synthèse. Tout ce qui est gestion de configuration, les métriques, on va voir aussi dans ce chapitre la notion de gestion de configuration et les métriques, les outils ou bien le testoir, le choix pour chaque technologie ou bien les outils de test, la décision d'implémenter ou bien même l'environnement de test, développer les compétences et les carrières des testeurs. C'est la responsabilité le test manager. Pour un testeur, donc, il doit revoir et contribuer les plans de test, analyser et aussi faire la conception, l'exécution des cas de test, l'automatisation des scripts,
les tests non fonctionnels tels que le test de performance, tests de fiabilité et revoir les tests développés par les autres. On sait que, par exemple, dans une organisation, il y a une équipe de QA et chacun de nous affecté dans un projet. Donc, je peux voir le travail ou bien les cas de test déjà rédigés par mon collègue. C'est bon? C'est clair? Ouais. Alors, Après, pour le testeur, il ne peut pas faire les tests fonctionnels. oui, oui, c'est le test fonctionnel de tout ce qui est l'analyse, la conception ou bien rédiger les cas de test, l'exécution, remonter les bugs, tests de confirmation, tests de régression. Tout ça, ce sont les tâches d'un testeur. Par Ok. contre, le plan de test du projet, dès le début, avant de commencer le projet, l'estimation, le budget, les métriques, surtout pour l'activité de pilotage et contrôle. Donc, via les tâches test manager, la communication soit avec les stakeholders ou bien les parties prenantes les rapports d'avancement, les rapports de synthèse. C'est la responsabilité du test manager. Merci. On continue? Ouais. Ouais. Alors, pour la planification, l'estimation de test. Pour cette partie, on va commencer par l'objet et le contenu d'un plan de test, surtout, et aussi la stratégie de test, les approches de test, surtout pour les entretiens pour un junior ou bien un débutant, un testeur. Les questions, c'est quoi la différence entre un plan de test et les stratégies? Donc, on va voir pour ce chapitre. Aussi, la calendrier d'exécution de test, critères d'entrée et critères de sortie, définition de pré et définition de terminé, les facteurs influençant l'effort de test et les techniques d'estimation de test. Alors, tout d'abord, on va commencer par le plan de test. Donc, pour un plan de test, il faut avoir une introduction, les périmètres, définir le périmètre, les ressources affectées, les ressources suite notre besoin, les risques, la préparation aussi avoir le budget, planifier les activités de test et tout ça. C'est clair? Ou il y a des questions? On continue? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est au rôle de testeur de planifier également la partie budget ou c'est le manager qui doit s'en occuper? Pour le budget, surtout avant de commencer un projet, donc c'est le rôle de test manager parce que D'accord, pour nous, ou bien pour un QA ou bien un testeur, il doit, dans la planification, l'activité de planification doit être affectée. On n'a pas d'accord, l'idée toujours qu'on va travailler avec ce produit ou pas ou un autre collègue. d'accord. OK, merci. On continue? Ici, on va sélectionner les métriques pour avoir surtout l'idée et avoir la comparaison entre la planification ou bien notre plan de test et après à l'instant T pour le pilotage et le contrôle s'il y a des décisions à prendre. On va passer maintenant pour les stratégies de test, les approches de test. Pour chaque organisation ou même pour chaque projet, on peut utiliser plusieurs types de stratégies de test, comme par exemple analytique. Ce type de stratégie de test est basé sur l'analyse d'un facteur ou bien l'analyse sur les risques, l'approche analytique où les tests sont conçus et priorisés en fonction du niveau du risque. Donc, selon le risque et la priorité ou bien le niveau de risque, on choisit ce type de stratégie. C'est clair ou il y a des questions? Il y a combien de types de stratégies? Il y a en général 5 types de stratégies et aussi basées sur les modèles, par exemple, en continu.
Baser sur le modèle, ce type de stratégie, donc, dont le test sont conçus à partir d'un modèle ou bien un aspect requis de produit, comme une fonction, processus, métier ou bien une structure interne ou une caractéristique non fonctionnelle, par exemple le test de fiabilité. On continue pour voir tous les types de stratégies, si c'est clair. Donc, méthodique, ce type de stratégie de test repose sur l'utilisation symétrique d'un ensemble prédéfini de tests ou bien des conditions de test, ou bien conforme à un processus ou conforme à une norme telle que l'organisation, ou bien pour ce type de stratégie, on applique l'analyse, la conception, suite basée sur des règles ou bien des normes externes, par exemple ISO, Cisco. Euh, Selon une règle, on l'adopte et on choisit tant que type de stratégie pour ce projet, par exemple. C'est clair? On continue? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Dirigé ou bien consultif, donc ce type de stratégie principalement dictée par des recommandations, les vis-à-vis ou bien les conseils des parties prenantes ou bien des experts, soit métiers, soit techniques, qui peuvent se trouver dehors de l'équipe ou bien hors de l'organisation elle-même. Donc, suite les feedbacks ou bien les perspectives des différentes recommandations, on dirige notre stratégie de test. Anti-régression surtout pour le désir d'éviter la régression au niveau des fonctionnalités existantes. Donc, par exemple, surtout pour ce type de stratégie, on l'utilise pour les réutilisations des tests existants ou bien une nouvelle version de notre application. Donc, toujours, on essaye d'éviter les régressions. On continue? Pas de questions? C'est clair? J'ai une question, s'il vous plaît. D'accord. Comment on va savoir quel type de stratégie de test sera matché pour notre projet? Quel sera le meilleur à choisir en fait? Selon la situation, ou bien si le cas dit une nouvelle version de l'application, donc on doit choisir l'anti-régression Mm. parce que avec une nouvelle version, par exemple, on doit toujours s'assurer que les anciennes fonctionnalités doivent être stables et fonctionnent correctement. Donc, on va choisir par exemple l'anti-régression. D'accord. Selon l'impact, L'impact, pas l'impact exactement, mais on peut voir l'utilité ou bien notre état de produit ou bien de notre application. Et aussi, s'il y a les documentations, si, ou bien même les recommandations, si on a vécu le même expérience de même application, de même métier et tout ça. Donc, on peut choisir le dirigé ou bien consultatif, ou bien avoir les mêmes une norme de sécurité, on en choisit. Donc, ça dépend de notre état ou bien la situation qu'on a pour les documentations, le métier d'application, le contexte, la méthodologie adoptée aussi pour le cycle de vie d'un logiciel. Tout ça. Si c'est pour un projet tout neuf, from scratch, Ouais. on n'a pas beaucoup d'informations, par exemple, c'est vraiment tout au début. À ce moment-là, quel type de stratégie sera mieux pour choisir? Peut-être réactive, Mhm. OK. la dernière, ou bien même avoir dans les recommandations ou bien les mêmes modèles des autres sociétés ou bien dans le marché pour ce type, plutôt le même contexte dans le marché, avoir vraiment une idée pour Mhm. notre produit. Pour les réactifs, par exemple, c'est basé sur les tests exploratoires. OK. Donc, pour faire
suite notre exécution de test. D'accord, super. Merci beaucoup. Alors, on continue. C'est clair? Excuse-moi, pour moi, c'est pas vraiment clair pour les stratégies parce que je voulais savoir s'il y a un exemple pour chaque stratégie, si tu as déjà, bien sûr. Oui, on va le voir maintenant via, par exemple, Mm. le board pour voir un exemple. Alors, via, par exemple, on va commencer par la dernière réactive. D'accord? Oui, Supposons qu'on a un produit, on n'a pas aucune idée, donc on va commencer par le test exploratoire. Vous connaissez c'est quoi un test exploratoire ou pas? C'est pour explorer un nouveau produit. C'est Mm. pas sans test case, c'est bien ça? Exactement. Donc, on a par exemple une société prestataire de test, on a une application à tester sans avoir des documentations, aucune idée, ni niveau des détails, ni des documentations. Donc, on a juste une application à tester. Donc, il suffit de faire des exécutions, des tests exploratoires pour mieux comprendre notre application. Donc, on choisit par exemple si on a une application, donc pour l'exécution, je dois un champ input obligatoire et un bouton. Donc, je vais faire un cas de test valide et invalide pour savoir le message d'erreur ou bien le résultat actuel. OK? Donc, c'est le cas pour les stratégies ou bien l'approche de réactif. C'est clair ou pas? oui, c'est clair. Oui. OK. Pour l'anti-régression, donc, on a une application, par exemple, app version 1.0. Chez notre client, elle fonctionne correctement. Alors, le client veut ajouter des nouvelles fonctionnalités et être, par exemple, version 1.1. Donc, on va ajouter un tel nombre de fonctionnalités en gardant les fonctionnalités dans la version V1.0. Donc, notre objectif de s'assurer que les anciennes fonctionnalités restent toujours fonctionnent correctement. Donc, notre stratégie anti-régression. Donc, ajouter des nouvelles new features et faire toujours les tests de non-régression pour s'assurer que les anciennes fonctionnent correctement. C'est clair maintenant pour l'anti-régression? C'est L'exemple? clair, merci. Oui. Oui, c'est clair. Oui. Donc, rédiger. Donc, via les recommandations. Donc, on n'a pas tout commencé ni le développement, ni le test. Par exemple, si on travaille pour la méthodologie agile, pour notre stratégie, donc faire des réunions, notre équipe, c'est test, marketing, expert, par exemple, technique, architecte, des développeurs, savoir ou bien même externe qui a déjà travaillé pour ce type des applications. Et suite leur feedback, recommandations, on sait au moins les risques qu'on va vécu. C'est clair? Suite les recommandations, dès le premier jour. On n'a pas commencé le sprint 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de spec, il n'y a rien, ni le développement n'est pas commencé, c'est vraiment au début en fait, c'est ça? Oui, Ok. même pas pour le product owner pour mieux comprendre
le vis-à-vis ou bien les vis-à-vis des parties prenantes ou bien les stakeholders. D'accord. Est-ce que pour chaque projet, on doit avoir plusieurs stratégies test ou on va faire, c'est-à-dire au début, on commence le stratégie rédigée, plus tard, ça deviendra, enfin, ça va être un autre stratégie test qui s'appelle réactif, et à la fin, quand c'est pour les tests de non-régression, ça sera un autre stratégie test. Donc, ça veut dire que pour un projet, est-ce qu'on peut avoir plusieurs stratégies test? Je pense que dès le début de projet, il faut commencer par le plan de test et les stratégies. Mhm. Bah, c'est pour cela qu'on prépare toujours les métriques parce qu'on sait toujours pour les activités de test, il y a planification et après, ou bien c'est pas séquentiel, hein. Donc, planification, pilotage et contrôle, après conception, exécution et clôture, n'est-ce pas? Donc, via le pilotage et le contrôle, c'est la comparaison suite notre stratégie et le plan de test qu'on a déjà préparé dès le début et prendre des décisions pour ajuster les actions et arriver à notre objectif. Donc, il faut définir notre objectif périmètre dès le début, suite à notre stratégie et le plan de test. D'accord? Excusez-moi pour la stratégie dirigée, si elle doit être dans quelle phase exactement de La conception? stratégie, début de projet. Même avant la planification? Euh, c'est stratégie et planification. Donc, pour la planification, donc le produit généré de cette activité, c'est le plan de test et aussi la stratégie de Mhm. test. D'accord? Mhm. Un simple exemple dans notre vie quotidienne. Donc, si on fait par exemple la reconversion vers le domaine testing, donc vous avez préparé un plan pour la reconversion, préparer la certification ou bien faire des tests manuels, soit auto-formation via un centre. Donc, ce plan de test via une stratégie. Soit tu fais la préparation des STQB et après vous allez passer Scrum. la certification directement, ou bien préparer, ou bien avoir les feedbacks, les recommandations via les groupes de Facebook ou bien LinkedIn. Donc, c'est dirigé via des recommandations ou bien suite à une règle. Donc, à chaque étape, tu fais la certification pour le Scrum PSM, l'ICQB Foundation, si vous êtes intéressé par l'automatisation ou bien Selenium A4Q. Donc, suite pour atteindre vos objectifs selon cette stratégie et le type de la stratégie que tu dois suivre. Oui, parfait, très bien, merci. Pardon? Oui. C'est quoi les métriques exactement? Désolée, je n'ai pas bien entendu la question. Les métriques, c'est quoi les métriques Les exactement métriques. sur le plan, Les métriques. On va le voir déjà dans ce chapitre. Euh, juste après passer vers les critères d'entrée, le calendrier de test, d'exécution, on va passer pour les métriques et décortiquer, avoir plus de détails. D'accord? Merci à vous. On continue? Oui. Alors, pour un processus, par exemple, l'organisation adopte une norme ou bien règle Cisco. Donc, je dois suivre en tant que test manager les caractéristiques ou bien sonores, bien de sécurité des informations, quelle que soit la règle que je dois suivre. D'accord? C'est clair maintenant les types de stratégies? Oui. On continue? S'il te plaît. Oui. Alors, maintenant, on va voir les critères d'entrée et les critères de sortie.
Donc, Excuse-moi. oui. Hassan, est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Merci. Donc, on continue vers les critères d'entrée ou bien les définitions du prêt, definition of ready. Donc, avant de commencer le test, il faut préparer l'environnement de test. Vous savez, c'est quoi l'environnement de test? C'est clair? On continue d'alors. Oui. L'environnement de test, les outils de test nécessaires et même définir au moins les données de test ou bien la test data. Si les critères d'entrée sont satisfaits, on peut commencer le test et aller vers les critères de sortie ou bien les définitions de terminer, surtout pour la méthodologie agile, le framework Scrum, les definition of done. Donc, les tests planifiés ont été exécutés, niveau défini de couverture et le nombre de défauts non résolus est limité avec une criticité ou bien priorité mineure. C'est clair? Oui. Oui. Ah, c'est très bien. Donc, on termine. On continue vers le calendrier d'exécution. Donc, alors, pour le calendrier d'exécution, donc, on a préparé les cas de test, approuvé, on a fait la revue, le développement a été déployé et terminé, la fonctionnalité sur notre environnement de test. Donc, on doit tout d'abord exécuter en fonction de leur niveau de priorité. Généralement, on exécute en premier les cas de test ayant les priorités les plus élevées. Aussi, en tenant compte du test de confirmation et tests de régression doivent être aussi priorisés en fonction de l'importance d'une remonte d'informations rapides sur les changements réalisés. Mais encore, il faut savoir toujours les dépendances peuvent être s'impliquer, quel que soit pour l'exécution des cas de test pour des nouvelles fonctionnalités ou bien pour les régressions et les tests de confirmation. C'est clair? Ou bien il y a des questions? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui? En fait, si on a un cas de test de risque élevé Oui. et qui dépend d'un autre risque, d'un autre cas de test de risque faible, est-ce qu'on doit commencer par le cas de test à risque faible ou on fait le cas de test à risque élevé? Normalement, donc pour s'il y a cas de test, par exemple, test case 1 avec priorité 3, par exemple, Mhm. et pas de dépendance. Par contre, test case 2 avec une haute priorité, mais dépend pour le test case 1. On va commencer par le premier cas de test parce qu'on ne peut pas exécuter le deuxième cas de test si on n'a pas exécuté le premier parce qu'il D'accord, donc, dépend de lui. ok, donc on commence par le risque faible de cas de test. Ok, merci. Exactement. Selon Merci. la dépendance. Oui, Exactement. ok, merci. Je vous en prie. C'est clair en termes continu? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, on va voir maintenant les facteurs influençant l'effort de test. Par exemple, les caractéristiques de produits, les risques associés au produit, les qualités des bases de test, les tailles de produits et l'exigence relative aux caractéristiques de qualité. Donc, cela, ce sont les facteurs qui influencent l'effort de test suite à un produit. C'est clair? Non. Et aussi les niveaux de détail requis pour la documentation des tests. On continue par des questions. Oui. Pour les caractéristiques du processus de développement, la stabilité aussi et la maturité de l'organisation, le modèle de développement utilisé, séquentiel ou bien incrémental itératif, l'approche de test et les outils utilisés. Aussi les processus de test, parce qu'on sait, chaque organisation, ça diffère le processus de test adopté à un autre.
et la pression des délais plutôt. Vous avez un exemple de la processus de test qui sera différent, s'il vous plaît? Oui. Par exemple, il y a 2 organisations. OK. Alors, le client est un peu exigeant. Donc, dans le contrat, il y a les détails des documentations, les cas de test et la rédaction des bugs, ou bien le workflow des bugs, les niveaux même, le pourcentage de couverture seront exigeants. Donc, il y a plusieurs détails dans le contrat. Donc, l'organisation va, par exemple, avoir pour le processus de test non règles, doit être, par exemple, par automatisation de cas de test fonctionnels web et test des API pour les niveaux test d'état d'intégration du système. C'est ça? Mhm. Et notre organisation, il n'y a pas de détails. Donc, le client a besoin, les scénarios nominaux fonctionnent. Pas de cas de test, pas seulement l'exécution. Même pour le budget, hein. Mhm. Donc, pour notre process, on ne va pas passer plusieurs heures de temps sur les rédactions des cas de test et couverture, principalement l'exécution. D'accord. Du coup, le budget sera également basé sur la processus du test. Exactement. OK, merci. C'est clair? On peut continuer? Oui, s'il vous plaît, merci. Je vous en prie. Même des caractéristiques que les personnes, les compétences et l'expérience des personnes impliquées, soit avec des projets ou bien des produits similaires, les cohésions et le leadership de l'équipe. Les résultats de test, le nombre et les sévérités des défauts trouvés, les quantités nécessaires de travail à refaire, parce que s'il y a un nombre des défauts assez grand, donc on va passer plus que de temps de tester, de refaire ou bien exécuter pour le test de confirmation et aussi pour le test de régression et non pas exécuter les nouvelles fonctionnalités. C'est clair? Excusez-moi, Oui, quelles sont les approches de test? les approches de test. Mm. Donc, pour la partie de stratégie et les approches de test qu'on a déjà vu. Ah non, oui, c'est la partie. Oui, Ok. c'est quoi la question exactement pour Oh, les stratégies? vous pouvez juste avancer un tout petit peu. Oui, Facteur, justement. Après, ce diapo. les approches Voilà, de test. l'approche de test. Exactement. L'approche de test. Donc, il faut choisir une approche de test adéquate pour notre besoin. Donc, on ne peut pas faire, par exemple, euh, via pas de détails et on sait rien pour notre projet et on essaie toujours de rédiger ou bien des cas de test sans même l'exécuter ou bien faire les tests exploratoires. Donc, le choix de l'approche de test et pour les stratégies à adopter, par exemple. Mhm, mhm. D'accord. Merci. Donc, ça influence même l'effort de test et Mhm, l'estimation. mhm. Très C'est bien. clair? Oui, c'est Merci. clair. Merci. Donc, le processus de test et les pressions de détail. On a vu pour les caractéristiques liées aux personnes, les résultats de test. C'est clair pour les facteurs influençant l'effort de test. On continue? Amélie, Oui, Oui? c'est. salut. Je peux intervenir, s'il te plaît? Oui?
Donc, pour les approches de test, on a en fait deux approches de test. On a l'approche proactive et l'approche réactive. Donc, l'approche proactive qui est donc, qui, je pense, qui précède le test. Et après l'approche réactive, donc on réagit après avoir après avoir exécuté le code. Ou bien, vous pouvez chercher les définitions. Tout ce que je sais qu'on a deux tests, deux approches de test. La première approche, c'est l'approche proactive et la deuxième approche, c'est l'approche réactive. C'est-à-dire les actions préventives, les actions correctives. Ouais, ouais, oui, 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 c'est ça. Ok, merci. Ouais, c'est ça. Bien. Merci. Merci, Youssef. Excusez-moi, j'ai regardé la définition d'approche. C'est le fait de choisir la meilleure stratégie. C'est ça? Ici, dans le glossaire de l'ISTQB, l'implémentation de la stratégie de test pour un projet de test. C'est ça la définition d'une approche. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Et pour ça, on a deux approches, deux techniques, donc. D'accord. D'accord, merci, Youssef. L'approche Merci. de test, c'est l'implémentation de stratégie. Pour l'implémenter, on a deux techniques, soit la proactive, soit la réactive. Donc, la préventive et l'autre, j'ai oublié le terme. Correctif. Corrective, oui. C'est ça. D'accord, merci bien, Youssef. On continue. Oui. Pour les techniques d'estimation de test, il y a deux techniques, soit technique basée sur les métriques, donc l'estimation d'efforts de test sur les bases métriques d'anciens projets similaires, ou bien la base des valeurs représentatives. On va apprendre pour ce type, cette technique, pour la méthodologie agile framework Scrum, le sprint burn down chart. Avez-vous une idée pour le burn down chart ou pas? Oui, c'est la charte qui montre à la fin du sprint pour le résultat attendu si les tâches sont bien terminées, tout ce qui a été prédéfini au début du sprint. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Oui, exactement. Suite notre pente, donc les charges pour les charges de l'équipe et notre jour de démo ou bien de review. Et il faut toujours suivre notre effort suite cette pente. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Et aussi, la technique basée sur l'expertise, l'estimation de l'effort de test sur la base de l'expérience des responsables des tâches de test ou par des experts. On prend par exemple le sprint poker, Scrum poker. Avez-vous une idée pour le poker ou pas? Oui. Donc, Non. on passe. Non. En fait, Alors. mais la activité pour chaque tâche. Oui. Voilà. Donc, toute l'équipe ou bien les développeurs de Scrum dans une réunion, soit pour la planification, le sprint planning ou bien, par exemple, le refinement, ça dépend de l'organisation ou bien le projet. Donc, il y a des cartes, comme des cartes de poker. Donc, chacun de nous donne suite à son perspective ou bien l'expérience des développeurs ou bien les testeurs, le point d'effort pour chaque, ou bien la complexité de chaque user story, ou bien exigence. Mais clair? est-ce que j'ai juste une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que les testeurs devraient également estimer ou pas? Oui, normalement, les testeurs aussi, parmi un membre de l'équipe Scrum. Oui, mais est-ce que nous, notre estimation, ça ne sera pas pareil qu'une estimation d'un développeur? Parce que le développeur, il estime combien de temps ça va prendre pour faire le développement, alors que ça n'a rien à voir avec le test, combien de temps nous, on va prendre pour tester. Est-ce que les estimations de testeurs et développeurs sont pertinentes? Oui. Alors, on va voir par exemple, on tourne vers notre dashboard, soit notre user story,
Donc, user story, il y a des tâches, des sous-tâches plutôt de dev et aussi pour le test, quel que soit pour conception ou bien rédaction et exécution, n'est-ce pas? Donc, nous travaillons ensemble pour tester ou bien pour terminer cette US, user story. Donc, pour les poker, donc, il faut estimer, donc chacun de nous, avant de même commencer l'estimation, il sait la complexité pour le dev et aussi pour le test. Normalement, nous sommes tous dans une équipe Scrum, des développeurs. Donc, il faut développer, ou bien il faut avoir l'idée pour l'estimation de dev et le test. Donc, les plupart, on fait les deux. D'accord. Par exemple, on met 3, 2 pour le dev et 1 pour le test. Ok. D'accord? Excuse-moi, ici, il y a deux réunions, c'est-à-dire, par exemple, pour faire l'estimation ici de test, on aura une réunion avec juste les devs, avec le tech lead, etc. Et après, il y a une autre réunion avec les testeurs, ou bien tous ensemble. Ça dépend de l'organisation. Mhm. D'accord. Ça dépend. Il y a des organisations que les développeurs font des réunions avec leur tech lead seulement et après avec les testeurs. Mhm. Où il y a même le testeur n'est pas impliqué. Mais normalement, le test, quel que soit le testeur ou bien le développeur, nous sommes des développeurs. Il faut donner l'estimation pour les deux, Mhm. les devs et les tests. D'accord. D'accord? On continue? Oui. Oui, Merci. s'il te plaît. Amine, peut-être je peux partager une information. Donc, pour Oui. l'estimation, on commence toujours d'une user story référence. Donc, pour cette user story, la complexité, c'est 3. Après, la deuxième user story, c'est elle est plus complexe. On met une complexité ou bien le sprint point 5. Si elle est moins complexe, on peut mettre 1. Ou bien, on va l'utiliser comme une sous-tâche. Si elle est moins complexe, mais toujours on part d'une référence. Ah oui. Et aussi, Youssef, malheureusement, chaque organisation fait l'estimation via le poker, sprint poker, différemment. Par exemple, suite à votre donc les références et on va comparer notre référence via cette l'user story ou bien l'exigence actuelle et faire la comparaison si c'est assez moins complexe ou plus ou Oui, bien même toute l'équipe fait l'estimation suite des si 2 par exemple 2 c'est un sprint, si 3 un sprint et demi, donc ça diffère pour chaque organisation. ah, d'accord. Ah, j'ai parlé de mon cas, donc dans mon Oui. entreprise actuelle, donc on procède de cette façon. Et Je nous, pense- dans notre entreprise actuelle, on n'estime même pas, en fait. Les testeurs ne participent pas à l'estimation. C'est pour ça que je suis étonnée. Oui, Ça dépend des organisations, bien Ah, sûr. oui, On, ça dépend. on participe dans les réunions de test. Donc, on est une équipe de testeurs indépendants. Donc, Mhm. on a des cas de test pour les automatiser. Donc, pour chaque testeur, il a donc 5 à 6 tasks ou bien tâches à faire. Et pour chaque tâche, il estime par rapport à une référence, à une tâche référence, combien ça va lui prendre du temps. Mhm. Donc, ça reste une D'accord. estimation. D'accord. Est-ce qu'on peut également estimer les bugs? Oui, surtout pour les bugs bateaux, donc pour des sprints précédents. Donc, on peut Les bugs estimer les bugs. bateau? Qu'est-ce que c'est Les le bugs bug bateaux, bateau? donc bugs bateaux ou bien des bugs avec une priorité haute, par exemple, de sprint Ah, N-1. d'accord. On a terminé notre sprint et pour la planification de notre sprint N actuel. Donc, pour les bugs, on peut les estimer. Donc, bateau. On Ok, peut le dire merci. bateau. Ok, merci.
On continue? Oui. Oui. Pour le parti de pilotage et contrôle de test, on va maintenant voir les métriques utilisées pour les tests. Par exemple, le pourcentage de temps de test ou bien de temps de travail prévu pour réaliser ou bien pour la préparation des cas de test, l'exécution des cas de test, le pourcentage, est-ce qu'on a exécuté un tel nombre, le statut passed, failed ou bien blocked, l'information sur les défauts résolus, le statut ou bien l'état, la couverture des exigences et aussi des différents métriques. Je pense que j'ai répondu à votre question pour les métriques utilisées. C'est clair? Oui. On continue. Alors, pour le but ou bien le contenu et destinataire des rapports de test, le but des rapports de test ou bien pour synthétiser, communiquer les informations sur l'activité de test à la fois, pendant ou bien à la fin d'une activité de test, par exemple un niveau de test. Les rapports de test préparés pendant une activité de test peut être appelé rapport d'avancement de test. C'est le produit généré pour l'activité pilotage et contrôle. Donc, pour communiquer notre stakeholders pour notre état actuel, les facteurs qui freinent notre travail et next job ou bien next step. Au cours de pilotage et contrôle de test, le test manager, c'est sa responsabilité de préparer ou bien publier les rapports d'avancement de test pour les parties prenantes. Donc, ils peuvent inclure le statut des activités de test, les facteurs qui freinent l'avancement et aussi la qualité de l'objet de test, les tests non fonctionnels tels que maintenabilité et les performances. D'accord? C'est clair? On peut continuer? Oui. Oui. Alors, passons maintenant pour la gestion de configuration. Le but de gestion de configuration est principalement d'établir maintenir ou bien le maintenance de l'intégrité des composants ou bien le système, notre testware et les relations mutuelles tout au long du cycle de vie de projet. Donc, la gestion de configuration peut s'assurer que tous les éléments de test sont identifiés de façon unique, versionnés, suivis par des changements et reliés les uns aux autres. Et aussi, tous les éléments de testware sont identifiés de manière unique, versionnée. Et aussi, les documents, le logiciel identifié, référencé, sans ambiguïté dans la documentation de test. Par exemple, on utilise des outils Jira, X-Ray, Confluence. Tout cela pour avoir des éléments ou bien des éléments, quel que soit de test ou bien de testware et unique et la version. Pas de questions? On continue? Oui. Alors, maintenant, on va voir les risques de test. Donc, c'est quoi la définition du risque? C'est la possibilité d'un événement futur qui a des conséquences négatives. Donc, le niveau de risque est déterminé par la probabilité de l'événement et son impact. Il y a deux types. Donc, deux types de risques. Risque projet, par exemple, problème lié au projet, problème organisationnel, question technique ou bien problème lié au fournisseur, faillite ou bien problème de contrat, qu'on ne peut pas avoir continuer avec le testware ou bien un outil de gestion de test, que notre travail doit être tout perdu. Pour le risque produit, implique la possibilité d'un produit d'activité, par exemple la spécification ou bien le composant, un système ou bien un test, ne pas satisfaire le besoin de ses utilisateurs. Des exemples, le logiciel peut ne pas remplir les fonctions attendues selon les spécifications,
ou bien l'architecture système peut ne pas répondre de manière adéquate à certaines exigences non fonctionnelles. Un traitement particulier peut être effectué de manière incorrecte dans certaines circonstances. Une structure de contrôle de boucle peut être mal codée. C'est clair? Oui. Et aussi, les délais de réponse peuvent être insatisfaisants pour un système de traitement de transactions à haut niveau de performance. L'expérience utilisateur UX UI pourrait ne pas satisfaire les attentes pour le produit des autres dans certaines circonstances. Maintenant, on va... Donc, excusez-moi, donc Oui. le test, en fait, il limite le risque produit, c'est ça? Oui, Plus mais aussi, il faut considérer les risques projets aussi. C'est pour cela on essaye toujours de diminuer le niveau de risque, de réduire, pas éliminer, de réduire le niveau de risque, quel que soit projet ou bien côté produit, les deux. Ok. D'accord? Oui. On continue? Oui. Pour la gestion des défauts. Alors, pour les rapports des défauts, en généralement, pourquoi on rédige ou bien on déclare les bugs suite pour fournir au développeur ou bien l'autre intervenant de l'information, tout événement indésirable qu'on a vécu, fournir même pour les test managers un moyen de suivre la qualité de produits d'activités testées et l'impact sur les tests et fournir des idées pour le développement et on essaye toujours pour améliorer notre processus de test. Donc, je vais vous envoyer la présentation après pour le chapitre pour la révision et tout ça. C'est clair pour les objectifs des défauts? Oui. Alors, donc, j'ai fait une petite vidéo pour les déclarations tickets de bug sur Jira. Donc, l'étape pour suite à notre workflow, ça dépend le workflow d'une organisation à une autre. Donc, il suffit d'avoir description ou bien steps à reproduire les bugs, les résultats actuels, les résultats attendus avec des screenshots aussi les liaisons bidirectionnelles entre le ticket bug et le user story, le rapporteur et aussi le responsable ou bien de fixer cette anomalie avec le projet, le ID, préfixe bien défini et unique et ID aussi unique. L'environnement de test qu'on a déjà vécu ce problème. C'est clair? Normalement aussi, l'étiquette bug doit être liée au cas de test lors de l'exécution. C'est clair? Oui, merci beaucoup. Donc, on a terminé. Oui, Pour les faux positifs, en fait, oui. est-ce qu'ils doivent être dans le rapport ou on les néglige ou je ne sais pas? Alors, pour les faux, Positifs. exactement. Via le syllabus ISTQB, on peut déclarer les faux positifs aussi donc, comme des bugs. Ok. Suite à l'ISTQB, syllabus. Oui. Mais en interne et tout ça, on essaie toujours de répéter le même scénario plusieurs fois ou bien en collaboration soit avec le développeur, les tech lead, team lead ou bien même product owner, s'il s'agit d'un bug ou pas, d'une bug ou pas. Ok. Mais Merci. suite au syllabus, on peut le déclarer en tant que bug. Ok. C'est clair? Oui, c'est clair, merci. Alors, on va pas maintenant faire le quiz. On a terminé le chapitre 5. J'espère bien c'était clair. Pas de questions? Oui, est-ce que je peux... Oui.
Oui. Par rapport au pilotage et contrôle, Oui. en fait, par rapport à la différence entre le pilotage et le contrôle, est-ce que le pilotage, ça veut dire mesurer l'avancement, alors que le contrôle, c'est les actions correctives, c'est ça ou non? Alors, pour le pilotage et le contrôle. Donc, C'est quoi la pilotage, différence? Pilotage, c'est c'est quoi? quand on suivre. On doit suivre l'avancement. Et Mais pour le contrôle, c'est les actions correctives, c'est ça? Exactement, prendre exactement. des OK. décisions. Oui, OK, merci. merci. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer par le quiz. Il y a quelqu'un qui veut lire le quiz, répondre? Quelle réponse est le moins probablement un exemple d'analyse de risque produit influençant correctement les tests? Donc, la correction des problèmes de sécurité a pris beaucoup de temps sur le dernier projet. Donc, les tests de sécurité ont été priorisés en amont de certaines autres activités de test. Le test a montré que la qualité du module réseau était meilleure que prévu, donc des tests supplémentaires seront exécutés sur ce module. Les utilisateurs ont eu des problèmes avec l'interface utilisateur du précédent système, donc des tests d'utilisabilité sont prévus pour le nouveau système. Le temps nécessaire au changement des pages web est crucial pour le succès du nouveau site web, donc un expert en test performance a été affecté à ce projet. Alors, c'est quoi la bonne réponse? 1 minute, s'il te plaît. D'accord. Je peux vous aider? Peut-être la réponse B. Peut-être. Moi aussi. Pourquoi la réponse B? Moi, je dirais A. Parce que c'est moins probablement. Donc, Oui, c'est B. C et D sont obligatoires. Ce sont des risques. Risque un nombre de satisfaction de l'utilisateur et l'autre, la vitesse de chargement de la page web ou bien des transactions bancaires. Par exemple, le premier, c'est le contrôle, c'est-à-dire ils ont modifié la priorité des tests, sécurité avant puis les autres. Mais B, la qualité était meilleure que prévu. Je sais pas, Très donc bien. c'est pas quelque chose qui nécessite, c'est pas Oui, c'est oui, exactement. oui. Donc, surtout pour les SQB et les certifications, il y a des astuces pour les questions le moins probablement correctement. Donc, il faut savoir lire correctement la question. Donc, c'est la réponse B. Merci. C'est clair ou bien... Oui, c'est clair. Alors, on continue la deuxième question. Qui Je veut peux lire? lire? Oui, bien sûr. Allez-y. Quelle réponse correspond le mieux à un risque produit? Les caractéristiques de sécurité attendues peuvent ne pas être compatibles avec l'architecture de système. Les développeurs n'auront pas forcément le temps de corriger tous les défauts trouvés par l'équipe de test. Les cas de test pourraient ne pas couvrir toutes les exigences spécifiées. L'environnement de test de performance ne sera peut-être pas prêt avant la date de livraison du système. Un risque de produit.
Alors, Je me disais que si c'est pas C, mais je suis pas sûre. La réponse A? les autres. Les autres? Oui, je dis que A, parce que, donc, par exemple, la réponse B, les développeurs n'auront pas forcément le temps, ce sont des questions de gestion de projet et non pas de gestion de produit. Oui. Ouais. Le D aussi, je crois, l'environnement de test de performance ne sera pas prêt. Tout ce qui concerne les délais, ce sont relatifs à la gestion de projet. Exactement, par élimination. Oui, projet. Oui, par élimination, voilà. Donc, il reste le C et le A. Pour le C, les cas de test pourraient ne pas couvrir toutes les exigences spécifiées. Je pense que c'est quelque chose qui se discute dans une réunion. Peut-être. Oui, peut-être. Mm. Et les autres, architecture système, compatibilité et tout, ce sont des détails qui concernent le produit. C'est pourquoi j'ai dit A aussi. Moi aussi, je fais comme ça par élimination. Ouais, Exactement. ouais. C'est le- Donc, oui, voilà. C'est bien expliqué. Merci. Merci. Oui, ce sont des quiz d'un examen blanc de l'ISTQB. Donc, très bien. Merci. Qui veut lire? Je crois que je laisse la parole à quelqu'un. J'ai déjà lu une. Si quelqu'un souhaite. Donc, quelle proposition relative aux approches d'estimation des tests est correcte? Avec une approche basée sur les métiers, l'estimation est basée sur les mesures des tests du projet et par conséquent, cette estimation n'est disponible qu'après le début des tests. Avec une approche basée sur l'expertise, un groupe d'utilisateurs experts identifiés par le client recommande un certain budget pour les tests. Avec une approche basée sur l'expertise, le leader des tests, responsable des différentes activités de test, prédit l'effort de test attendu. Avec une approche basée sur les métriques, la moyenne des coûts des tests enregistrés sur plusieurs projets passés est utilisée comme budget pour les tests. Toujours par élimination pour gagner de temps, surtout pour les gens qui vont passer la certification. Par élimination. Pas de réponse? Alors, c'est quoi la bonne réponse? C? Je pense que c'est pour moi, mais je ne sais pas exactement. Pourquoi vous avez choisi C? Moi aussi, Pour la première, par exemple, avec une approche basée sur les métriques, l'estimation est basée sur les mesures des tests de projet et par conséquent, cette estimation n'est disponible normalement qu'avant le début du test. On doit préciser ça avant le début du test. Oui. Après, il a dit avec une approche basée sur l'expertise, un groupe d'utilisateurs experts identifiés par le client recommande un certain budget pour le test.
Pour nous, on va estimer, pour les tests, on va estimer la difficulté des tests, choses comme ça. Oui, Et, L'effort. oui, voilà, l'effort. l'effort, c'est pas exactement le budget, etc. Pour le D, avec une approche basée sur les métriques, la moyenne du coût des tests enregistrés sur plusieurs projets passés utilisés comme budget, c'est comme le B. Je trouve que ça, c'est un peu proche du B. Oui, Oh, j'ai choisi le D. exactement. Oui, oui. Même logique, oui. Très bien. Très Merci. bien. Alors, pour la dernière question, une ou bien volontaire. Quelle tâche sera le plus probablement réalisée par un test manager? Écrire un rapport de synthèse de test à partir d'informations collectées lors des tests. B. Revoir les tests écrits par d'autres. C. Créer le calendrier d'exécution des tests. D. Analyser, revoir et évaluer les exigences, spécifications et modèles par rapport à leur testabilité. C. Je pense que c'est le D. Ah, Alors, pour le test Non. manager, il Si y a astuce, le plus probablement, le plus. Donc, on peut trouver 2 tâches réalisées par un test manager. On va commencer par le D. La réponse D, analyser, revoir, évaluer l'exigence. Donc, par rapport à leur testabilité. Par exemple, on va commencer un sprint. Donc, pour le sprint planning, on va voir les user stories. Donc, c'est qui fait l'analyse, les revues d'exigence et aussi voir la testabilité de l'exigence ou bien le user story. C'est le test manager ou bien le testeur, le QA. c'est le testeur. Exactement. Donc, par éliminer, D, c'est une tâche réalisée par un testeur. C'est clair? Oui. Revoir des tests écrits par d'autres. Bah, si le testeur, elle peut voir. C'est le testeur. Exactement. Ouais, c'est le testeur. Donc, elle reste entre A et C. Écrire un rapport de synthèse de test à partir d'informations collectées lors de tests, suite des informations collectées par les QA ou bien les testeurs. C'est la responsabilité du test manager. Aussi pour la création en calendrier d'exécution de test. Mais le plus probablement réalisé, c'est le A. Pour la création du calendrier d'exécution de test, exemple, pour chaque sprint, aussi, on peut faire préparer le calendrier d'exécution pour chaque user story selon notre sprint. C'est clair? Oui. Donc, A ou C, c'est les 2 tâches réalisées par le test manager, mais le plus probablement réalisé, c'est le test, plutôt le rapport de synthèse et le rapport d'avancement. D'accord? Et j'ai juste une question. Le rapport de synthèse, ça c'est à la fin, une fois que tous les tests sont terminés, n'est-ce pas? Oui, c'est pour l'activité de clôture. Ok, super. C'est la version finale du dernier rapport d'avancement. D'accord. Le rapport de résultat de tous les tests réalisés, quoi, en fait. Oui, la dernière version, parce qu'au cours de développement ou bien réaliser l'application, le test manager fournit toujours le rapport d'avancement. Est-ce qu'un testeur peut également envoyer le rapport? Ou c'est que le test manager, c'est que le rôle de test manager qui doit faire ça? Par exemple, dans le cas des startups, il n'y a pas de test manager, bien test lead. Donc, un seul testeur qui travaille dans l'organisation, il peut le faire. D'accord. Par exemple, dans mon cas, j'ai mes test cases dans TestRail. À chaque ticket, quand je teste, je lance mon test run et je peux également préparer le test report. Et en général, je rajoute ce test report dans mon ticket Jira. Et du coup, c'est moi qui est en train de préparer mon rapport de synthèse et c'est moi qui est en train de rajouter dans le ticket Jira. Est-ce que ça parle exactement la même chose, un rapport de synthèse? C'est ce que moi, je suis en train de faire? Oui.
Tu travailles via le framework Scrum. Oui, Donc, pour chaque sprint, vous allez préparer ce rapport. d'accord. Donc, oui. OK. Après, elle a mis ici les informations collectées, c'est-à-dire pour le test manager va collecter ce Tous que tu les rapports, en fait. as rédigé, l'autre aussi testeur qui l'a rédigé, il va collecter tout ça dans un seul rapport. C'est Oui, ça. plus spécifiquement, si le projet est divisé par plusieurs équipes Scrum. Donc, D'accord. il peut Donc, en gros, collecter c'est un deux rapports. rapport, c'est un groupe de plusieurs rapports, quoi, en fait. Oui. OK, le faire. d'accord. OK, c'est pas pareil. OK, merci. Merci à vous. Il y a des questions? Ah, j'étais rapide. Oui, oui. Heureusement, oui. Le chapitre 5 et le 6, c'est un peu théorique. Surtout parce que les CQB Foundation, c'est en groupe le parti management, l'automatisation, le security testing, agile tester, toutes les certifications. Donc, pour les parties chapitre 5 et 6, c'est théorique mais soft. Pas de questions, c'était clair? J'ai juste une dernière question, excusez-moi. Oui. Pour passer l'examen, est-ce que cet examen ISTQB, c'est gratuit ou on est obligé de passer par une entreprise? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. D'accord. 150 150 €. Mais je pense ça dépend du pays. Oui, en France, ici, 250 €. Ah oui, exactement. 250? En D'accord. France, et je pense même Maroc 150. Pour la Tunisie, 150 €. Ça diffère. Ça dépend du centre aussi. C'est pas comme le GAS, comme les autres centres. C'est ce que je sais. Personnellement, GASC. Je connais Ouais, que ouais. GASC. J'ai passé pour la certification ISQB Foundation et aussi A4Q, GASC. Soit Oui. à distance, soit présentiel. OK. Merci. Merci à vous. J'espère c'était clair. Je vais vous envoyer la présentation. Merci infiniment, Amélie. Merci à vous. Merci. beaucoup. Merci, Youssef. Merci, Youssef aussi. Ouais. Merci à toi, Amine, pour la qualité et surtout la rapidité de la présentation. Donc, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, on espère qu'on puisse te voir dans d'autres formations. Donc, Bien on sûr. t'invite à d'autres formations. Bien sûr. Donc, voilà. Demain, donc, on va clôturer avec le 6e chapitre qui sera avec moi. Et c'est tout. Je vous attends demain. Demain, c'est bien à 11h, le temps de France. Heure française, oui. 11h, heure française, 10h, heure du Tunis. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. À demain. À demain. Merci. Merci. Bye bye. Bye Bon bye. week-end.